Bonjour et bienvenue, nous sommes le vendredi 20 décembre et cette fois, c'est certain, c'est même dit et assumé, il n'y aura pas de gouvernement bruxellois pour les fêtes de fin d'année. Le formateur bruxellois, David Leister, a même lancé un appel au président de parti. Alors est-ce le signe que le blocage est total, qu'on ne parvient plus au sein de la région bruxelloise à trouver les forces pour former un gouvernement? Qu'en disent ses partenaires, ceux qui ont fait le choix de négocier avec lui? Et puis quand aurons-nous véritablement un gouvernement pour présider aux destinées de la région? On en parle avec le président des engagés bruxellois, c'est Christophe de Beukelaar, et on l'accueille dans Plus d'actu. Bonjour Christophe de Beukelaar. Bonjour. Vous pouvez confirmer le mot, la situation actuelle, blocage, crise au niveau de la formation du gouvernement bruxellois? On est quand même 6 mois après les élections. Oui, je pense que la situation est grave. Bruxelles est dans une grave crise et il est urgent maintenant d'arriver à en sortir, tout simplement. Et donc, à tous les partis, tout le monde, de mettre l'intérêt commun, le bien commun, devant son intérêt particratique. Je comprends, tout le monde a ses intérêts personnels et ses intérêts particratiques qui sont normaux dans une vie de société. Mais de temps en temps, on doit avoir la capacité, je pense, de vraiment sublimer ça et de mettre l'intérêt général en avant. Et c'est ce qui nous est demandé dans les jours qui viennent. Alors, le formateur bruxellois, David Leister, a tenu une conférence de presse avec son président de parti. On va l'analyser, on va voir ce que vous lui répondez. Vous êtes partenaires et ensemble dans la négociation. Mais je vous propose d'écouter David Leister, suivi de Georges-Louis Boucher. Il parle évidemment au nom du mouvement réformateur. C'était ce midi. Ne pas laisser sa capitale comme ça. Et donc, dans les prochaines heures, je prendrai comme disposition d'inviter tous les partis francophones, pas uniquement leurs représentants régionaux, mais aussi leurs présidents nationaux, dans le cadre de bilatérales intensives. Aujourd'hui, on assiste quand même à une attitude qui est complètement irrationnelle, où d'un côté, on se dit Bruxelles aux Bruxellois, mais d'un autre côté, il y a une partie de la classe politique bruxelloise qui a décidé de rester à la maison pendant que les choses se passaient mal. Alors, Christophe de Beukelaar, vous allez y aller avec votre président de parti, Maxime Prévost. Vous allez rencontrer en bilatéral, de manière intensive, David Leister et Georges-Louis Boucher? Oui, bien sûr, si le formateur nous adresse une invitation, on s'y rendra, comme on se rend de manière constructive à toutes les invitations qui nous sont faites depuis le début de cette séquence. Mais ça changera quoi, accueillir Maxime Prévost à côté de vous, et ça pourrait changer quoi pour d'autres partis? Je pense qu'aujourd'hui, poser le problème avec une vraie gravité et dire qu'en fait, c'est un enjeu national. La survie de Bruxelles et l'autonomie de Bruxelles aussi. Moi, je ne reviens évidemment pas sur l'autonomie de Bruxelles, c'est important, Bruxelles aux Bruxellois. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que les présidents de parti ont une responsabilité nationale et donc, à ce titre-là, ils sont évidemment éminemment concernés par ce qui se passe à Bruxelles. Et donc, ce n'est pas une insulte aux Bruxellois d'avoir des discussions qui se passent avec les présidents de parti, peu importe qu'ils soient wallons, flamands ou bruxellois, ça n'a pas d'importance. Mais pour qu'on comprenne bien, entre Maxime Prévost et vous, la vision est la même. Il n'y aura pas de différence de position. Alors, entre Maxime Prévost et moi, la vision est la même. Maxime a une autre expérience politique, a l'expérience aussi d'autres négociations. Et donc, je pense que ça peut être utile que les dirigeants des partis viennent aussi se pencher et participer, contribuer à la solution. Vous savez, aujourd'hui, Bruxelles, c'est 20% du PIB national. Et donc, ça a un impact majeur sur l'ensemble du pays. Bruxelles, c'est aussi la capitale internationale, la capitale européenne. C'est la porte d'entrée des entrepreneurs, la porte d'entrée des entreprises et de toutes les grandes institutions dans le pays. Et donc, aujourd'hui, Bruxelles connaît une crise grave. Et je pense qu'on doit vraiment s'en soucier collectivement, flamands, wallons, bruxellois et citoyens, tout simplement. Alors, okay, donc vous dites, entre Maxime Prévost et moi, même ligne, voilà, on va prendre la mesure de la chose à l'échelle de notre parti. Alors, quel autre parti pourrait avoir une vision différente entre le président fédéral et le représentant qui jusqu'à présent négocie à Bruxelles? Le Parti socialiste qui s'est retiré du jeu? Alors là, moi je ne vais pas, dans cette interview aujourd'hui, un jour de gravité, commencer à commenter la situation politique des uns et des autres dans les partis. Je pense qu'on doit garder un certain recul. L'idée, c'est de dire qu'il y en aura l'un ou l'autre qui, sous pression de son président de parti, va devoir faire un effort, un geste d'ouverture? Je pense en tous les cas qu'aujourd'hui, il y a certains partis qui ont la clé. C'est-à-dire que ce n'est pas un jugement de valeur de le dire, c'est mathématique,
c'est-à-dire que si le PS maintient son veto, si Écolo continue à ne pas vouloir monter au gouvernement, si la majorité flamande reste ce qu'elle est aujourd'hui, eh bien, c'est le blocage et il n'y a rien qui peut avancer. Donc il y a bien un de ces différents partenaires qui va devoir sublimer son intérêt personnel, son intérêt particratique pour l'intérêt général. Et ça demande du dialogue, de l'effort, sans doute aussi un dialogue à l'intérieur des partis. Et pour ça, je pense que c'est important que les présidents de partis soient concernés par la situation. Alors vous avez cité Écolo, mais là on sait que Écolo, il faudrait aussi des filles. Vous avez cité le Parti socialiste. L'idée qu'à un moment donné, on en parle avec Paul Magnette, qui est habitué aux réformes de l'État, qui connaît la NVA pour avoir négocié, sans aboutir, mais au fédéral avec elle, ça c'est quelque chose qui pourrait aller dans le sens du déblocage, vous dites ? Je pense qu'aujourd'hui, ce genre de dialogue, oui, ça peut aider au déblocage. Maintenant, à nouveau, chaque parti a son organisation, a sa façon de structurer le débat interne. Mais je pense que ce blocage bruxellois commence à avoir un impact sur l'ensemble du pays. Et ça, c'est important que du coup, toutes les parties prenantes soient impliquées. Alors, il y a une autre option, c'est que côté néerlandophone, finalement, le CDNV, votre parti frère, qui n'a pas voulu monter au gouvernement, il n'a qu'un élu au Parlement bruxellois, là, il pourrait avoir sa position et ça débloquerait certaines choses aussi. Est-ce que ça fait partie des options possibles ? Ça fait bien sûr partie des options possibles. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, si le CDNV a envie de monter, que les autres partis flamands vont l'accepter si facilement. J'en sais rien. C'est vraiment des dynamiques particulières. Vous savez, il y a cet esprit des institutions bruxelloises qui fait que les partis flamands créent leur majorité de leur côté et les partis francophones de leur côté. Alors, bien sûr, il y a un dialogue entre les deux, mais il faut faire très attention à ne pas brusquer cet équilibre communautaire à Bruxelles. Et donc, ce n'est pas à moi à dire si c'est ça la solution ou pas. Je pense que ça fait évidemment partie de l'équation, oui. Et nous, vous savez, pour les engagés, on a toujours dit notre préférence d'avoir une coalition miroir avec le CDNV niveau flamand, niveau néerlandophone. C'est normal, évidemment, puisqu'on a des affinités avec ce parti. Mais ce qu'on a aussi dit très, très vite, c'est qu'on est capable de dépasser cet intérêt particratique, cet intérêt des engagés, pour essayer de trouver une solution collective. C'est dans cet esprit-là qu'on avait accepté d'entamer une discussion avec les partis flamands qui ont trouvé une majorité avec la NVA. Négocier avec les présidents de partis néerlandophones, c'est négocier avec la NVA, avec Bart De Wever. C'est pas risqué pour les institutions bruxelloises, pour cet équilibre communautaire dont vous venez de parler ? Si j'ai bien compris l'appel du formateur, c'est au parti francophone qu'elle est adressée, c'est pas au parti flamand, je pense. Ça, c'est intéressant à relever. La conférence de presse vient de se terminer, donc j'ai peut-être pas exactement tout suivi. Mais donc, je pense qu'il faut pas nier qu'il y a deux dynamiques et c'est important de les maintenir, une dynamique flamande et une dynamique francophone. Il faut évidemment que via les formateurs, il y ait un échange entre eux pour s'assurer qu'il y a une majorité globale, évidemment. Mais attention à ne pas, de manière démesurée, déséquilibrer l'équilibre entre francophones et flamands à Bruxelles. Et donc, si je vous comprends bien, vous dites, les Flamands, ils ont eu leur majorité, nous, les francophones, on l'avait, mais un parti s'est retiré. C'est vraiment au Parti socialiste de bouger et de lever son veto à la NVA. Je pense qu'en tous les cas, voilà, vous savez, j'ai déjà exprimé plusieurs fois que mon étonnement par rapport à ce veto du PS qui est arrivé très tard dans la négociation, qui n'avait jamais été exprimé clairement avant, et ça fait partie du nœud du problème, bien sûr. Dans sa conférence de presse, et on a pris à dessein cet extrait avec Georges-Louis Boucher qui dit oui, mais les Wallons, les Flamands doivent aussi s'intéresser à ce qui se passe à Bruxelles, il y a des réformes à mener. On peut former le gouvernement bruxellois avec un petit coup de pouce des présidents de parti sans remettre à plat véritablement la loi spéciale et le fonctionnement des institutions bruxelloises. C'est pas non plus ça le deal proposé par David Leister de dire écoutez, voilà, on va faire une grande négociation sur Bruxelles et sur son fonctionnement. Mais en tout cas, ce à quoi les engagés ne veulent pas toucher, c'est l'autonomie bruxelloise. C'est-à-dire que Bruxelles est une région à part entière de la même manière que la Wallonie ou la Flandre. Et j'espère que demain, si les présidents de partis bruxellois, si demain il y a des présidents de partis bruxellois, c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont plutôt wallons dans les grands partis traditionnels, mais s'ils étaient bruxellois, j'espère que si la Wallonie est face à un blocage de long terme, il y a un moment donné, les présidents de partis s'y pencheraient. Et donc, je ne vois aucun souci avec ça. Maxime Prévost, il est le président de tous les engagés wallons et bruxellois. Et donc, moi, je suis ravi. Et d'ailleurs, il l'a déjà fait par le passé. Moi, je suis en contact permanent avec Maxime pour mener ces négociations. Et c'est tout à fait logique, me semble-t-il. Mais donc, voilà, on se doute quand même qu'on va vers une discussion sur le fonctionnement des institutions bruxelloises. Mais bien sûr. Et vous savez, les Flamands ont leurs revendications.
de fusion des communes, de fusion des zones de police, etc. Mais les francophones, ou en tout cas les engagés, nous on a les nôtres. Est-ce que c'est normal qu'on ait encore 89 députés à Bruxelles? Non, mais si c'est nous qui appelons les présidents de partis, qui sont wallons, pour les partis francophones, à la rescousse, est-ce qu'on ne se met pas en situation de faiblesse comme bruxellois? Mais je ne le vois pas de cette manière. Moi, je pense qu'il est tout à fait normal qu'un président de parti, qui est président de tout son parti, et dans le parti, heureusement, nous, Bruxelles, les Bruxellois sont fortement représentés dans le parti. On a 2 vice-présidents bruxellois avec Yvan et Gladys. Donc, voilà, nous, on est vraiment un parti à la fois wallon et bruxellois. C'est normal, c'est ça la francophonie. Et donc, ça me paraît pas anormal que les présidents de parti participe à certaines discussions. Alors, pas de gouvernement bruxellois, pas de majorité claire d'ailleurs pour le former, pas de budget non plus, du coup on fonctionne en 12e provisoire. La pression est légèrement montée, finalement ça a été voté, il y a eu quelques abstentions au niveau de la COCOM. Est-ce que les associations de terrain, qui pour certaines se sont fait entendre, ont raison de s'inquiéter? Est-ce que leurs subsides... Le ministre wallon, Pierre-Yves Jolet, a dit on va devoir fermer le robinet. Est-ce que c'est la même chose qui se prépare à Bruxelles? On n'aura plus d'argent et donc on fonctionne en 12e provisoire, mais quand on aura un budget, ce sera des grosses économies? Donc il y a 2 choses. Il y a le système des 12e provisoires qui, en fait, en l'absence d'un gouvernement de plein exercice, permet quand même de faire fonctionner la région, mais avec des balises. Et hier, on a eu un débat très intense parce que, vous savez que les engagés, on est très concernés par la question du secteur santé et social à Bruxelles. Et donc nous, on voulait s'assurer que ces 12e provisoires permettent la continuité des activités de toutes les associations qui dépendent du financement public. Et donc, c'est vraiment la question qui était posée. Il y a eu question d'amender le projet pour s'en assurer. Et finalement, on a eu une réponse claire, limpide du ministre du budget de la COCOM qui nous a bien assuré qu'en tout état de cause, le texte voté hier permettait la continuité de toutes les activités des associations. Et donc on va continuer les subsides, mais si j'ai bien vu, on avait un dépassement budgétaire de 720 millions, il ne sera que de 400 millions, il y a 320 millions sur lesquels la région ne va pas s'engager, et puis les organisations, elles vont devoir payer des indexations salariales, etc. Et donc elles avaient parfois des subsides extraordinaires qui permettaient de couvrir certaines opérations. À un moment donné, elles vont se retrouver face à un financement en 2025 qui sera moindre que celui de 2024. Alors, le gouvernement a les capacités. Il y a ce qu'on nomme le mécanisme du cavalier budgétaire qui permet même de dépasser cette limite de 12e provisoire pour des cas qui lui paraîtraient essentiels. Et donc, ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Le paiement des salaires, des politiques d'urgence? Je pense qu'en effet, il faut, les urgences sociales et de santé sur le terrain, elles doivent pouvoir être continuées à être rencontrées. Maintenant, il y a l'autre aspect, et ça vous l'avez dit, c'est l'urgence budgétaire. C'est-à-dire que le gouvernement précédent a dépensé sans compter, la dette a triplé, les coûts de fonctionnement et de personnel ont augmenté de 40% en 5 ans. Vous imaginez ce que c'est? Donc évidemment, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Ça, c'est aussi l'indexation notamment qui a fait que tout a augmenté. On a eu la crise ukrainienne et la crise énergétique qui ont fait des indexations très importantes. C'est pas 40% en 5 ans, ça je peux vous le dire. Donc ça a fortement dépassé ce phénomène-là. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les universités, c'est la Cour des comptes qui le disent. Et donc maintenant, l'enjeu, c'est évidemment de réformer Bruxelles de l'intérieur. Évidemment, ça va demander à tout le monde de faire des efforts. Ça, ceux qui disent le contraire, ceux qui prétendent le contraire, ou bien amèneront Bruxelles à la faillite, ou bien mentent aux associations et aux Bruxelloises et aux Bruxellois. Cette question et ces impacts budgétaires n'ont pas échappé aux téléspectateurs et chaque semaine, ils s'expriment sur la page Facebook de BXR. On peut regarder les 2 premières interpellations, Christophe de Beuquelard, 2 parmi d'autres. Elles concernent vraiment les questions fiscales. La première, je pense qu'on va la voir apparaître à l'écran. C'est une question de Ojo qui dit « On n'entend pas parler des épaules les plus larges. Quelles taxes pouvez-vous lever pour aider au redressement de la région bruxelloise ?» sans toucher au portefeuille des plus pauvres. Voilà une première question. Et puis il y en a une deuxième, alors là, elle est locale, c'est de Manu. Vous êtes conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre et il vous demande si vous êtes d'accord avec la hausse d'impôts que votre bourgmestre, les engagés, Benoît Sorex, va imposer alors qu'il avait promis, nous dit Manu, de ne pas le faire. 2 questions, 2 réponses différentes. D'abord, est-ce qu'on a des marges pour aller chercher, ou des moyens pour aller faire payer les plus riches à Bruxelles et préserver les moins nantis? Alors je pense qu'à Bruxelles, on ne doit pas augmenter le poids fiscal.
C'est-à-dire que Bruxelles, il y a déjà beaucoup de taxes, tant communales que régionales, et je pense que si on veut continuer à attirer les ménages à Bruxelles, la classe moyenne à Bruxelles, si on veut permettre que la classe moyenne continue à se développer chez nous, développe leur famille, leurs activités chez nous, que les entrepreneurs s'installent à Bruxelles, on ne doit pas augmenter la pression fiscale. Ce qu'il y a à Bruxelles, c'est qu'il y a un grand déséquilibre entre la richesse qui est produite et la fiscalité qui est perçue. C'est-à-dire que beaucoup de gens travaillent à Bruxelles, mais payent leurs taxes là où ils habitent. Et ça, là, il y a un mécanisme qui n'est pas juste et qui est similaire dans beaucoup d'autres pays. Hein. Je prends le cas de Berlin, par exemple. Eh bien, il y a une partie de l'argent de ceux qui travaillent qui revient par la fiscalité à la région capitale. Et donc, c'est ça qu'on doit essayer, évidemment, de faire évoluer notre système fiscal belge pour que Bruxelles puisse obtenir pleinement sa part dans la fiscalité. Parce on est en mesure de négocier ça avec les Flamands et les Wallons alors qu'on n'a pas de gouvernement et qu'on a besoin d'eux pour en former un et dégager des accords entre écoutez, nous. Vous le dites, c'est-à-dire que le blocage bruxellois actuel a affaibli Bruxelles dans toutes les discussions. Et donc c'est ça, ceux qui aujourd'hui refusent de monter dans le gouvernement ou mettent des vétos ici et là, etc., en disant oui mais c'est par amour pour Bruxelles, c'est pour protéger Bruxelles une fois des affres de la NVA, une fois pour d'autres raisons, eh bien, ils se trompent. Le blocage qu'ils créent aujourd'hui, ça produit les conséquences qu'ils essayent d'éviter, c'est-à-dire une mise sous tutelle du fédéral. C'est ça le risque aujourd'hui. Et donc voilà. Alors sur la fiscalité communale... À Woluwe-Saint-Pierre moi, je suis en effet ancien échevin, conseil communal à Woluwe-Saint-Pierre, commune que je connais bien. Je peux vous assurer que, parce que j'ai vécu la campagne, j'étais sur les marchés et dans les rues, il n'a jamais été promis pendant cette campagne de ne pas toucher à la fiscalité. Malheureusement, on le sait très bien que les différentes crises qu'on a connues, le report aussi d'un tas de charges du fédéral sur les communes, fait qu'aujourd'hui, les communes sont obligées de revoir certains éléments de fiscalité ou de réforme interne pour pouvoir répondre et pouvoir survivre. Et donc, je peux vous dire qu'à Bruxelles, à Woluwe-Saint-Pierre, il y a déjà eu beaucoup de réformes pour essayer de limiter un maximum les dépenses. Et maintenant, on doit toucher à la fiscalité. Mais attention, le bourgmestre Benoît Serrex l'a bien annoncé, en commun avec Alexia Bertrand d'ailleurs, puisque c'est les deux groupes dans la majorité, qu'on augmentait le PRI aujourd'hui, mais qu'il y aurait un aménagement sur l'IPP pour pouvoir compenser ça dès que donc, qui payera plus le collège soit en place. Qui payera plus et qui sera préservé? Alors l'idée évidemment c'est que, et c'est toute la réforme, l'échevin du budget pourra vous expliquer ça de manière beaucoup plus complète, mais l'idée c'est que les familles qui vivent à Woluwe-Saint-Pierre et qui gagnent leur vie à Woluwe-Saint-Pierre évidemment puissent être un maximum épargnées par cette hausse d'impôts. Il y a actuellement 11 communes bruxelloises qui sont sous tutelle financière, sous plan de gestion financière, on va dire ça comme ça. On sait que les communes sont dans des grandes difficultés. Woluwe-Saint-Pierre pas, mais il y en a d'autres. Bernard Clairfeuillet a attiré l'attention sur la commune de Molenbeek. Schaerbeek n'a toujours pas de collège et donc le budget se fera aussi en 12e provisoire. Ça va être un des gros chantiers pour le gouvernement bruxellois et on doit peut-être se dire, tiens, à un moment donné, on va devoir mettre en place autre chose que simplement des tutelles qui ne fonctionnent pas parce que les communes se sont quand même appauvries. Mais là, l'appel, évidemment, c'est aux dirigeants communaux. C'est-à-dire que, et je dois vous dire que ce qui se passe à Molenbeek ou à Forêt, avec la montée du PTB dans les majorités, ça nous fait très peur à cet égard-là. C'est comment est-ce qu'avec les projets politiques qui sont présentés, au-delà de l'aspect liberticide qui fait que nous, on ne montera jamais en majorité avec l'extrême gauche ou l'extrême droite, mais c'est aussi des projets qui ne tiennent pas la route financièrement. Et donc ça, c'est sûr qu'il va falloir faire un travail. Et je pense que ce n'est pas qu'une question de tutelle, c'est aussi une question de dialogue. Et je pense que le prochain gouvernement devra vraiment s'asseoir à la table avec chaque bourgmestre pour s'assurer que les réformes sont bien menées en interne. Parce que Bruxelles, la région bruxelloise va faire d'importantes réformes si nous montons au gouvernement. Mais il va falloir aussi que les communes le fassent. Alors, on va continuer avec les questions du public. Un thème qui revient très souvent, c'est la mobilité et une expression Good Move. Alors on a Francis qui nous dit sur Good Move, de grandes déclarations avant les élections et puis plus rien. On a d'autres questions en matière de mobilité. Vous allez voir qu'il y a quand même débat parce qu'il y a après le Beaujolais nouveau, le Good Move nouveau est arrivé. Puisqu'on allait dire on changera le nom, mais que va-t-il advenir? Et puis il y a une question aussi d'une téléspectatrice, et c'est pas la seule, qui nous dit ceci. Elle nous dit les seuils d'émissions de CO2 sont dépassés et vous reportez la laisse. Quelles sont vos mesures pour aligner Bruxelles sur les normes de l'OMS? C'est vraiment une partie des dizaines de questions qu'on a eues et qu'on a chaque semaine sur la mobilité. On le voit clairement, il y en a qui ne veulent plus entendre parler de Good Move et il y en a qui disent mais on doit quand même réduire la place, l'espace des voitures et à entendre cette téléspectatrice, le nombre de voitures en ville. Alors vous allez
prenez quel chemin si vous discutez justement d'une réforme des institutions bruxelloises et de certains points d'accord avec les Flamands et les Wallons qui parfois viennent aussi en voiture à Bruxelles? Alors nous, clairement, on pense que le plan Good Move, on ne peut pas simplement le jeter à la poubelle. Vous savez, Good Move, c'est un plan de 50 mesures. 50 mesures, dont une mesure, par exemple, dont personne ne sait ça, mais dans le plan Good Move, il y a une mesure sur les voitures autonomes. Comment préparer la ville demain à l'arrivée des voitures autonomes. Vous savez, mais ce n'est pas ça qui a heurté tellement de citoyens. Non, mais donc, parce que vous allez aujourd'hui à San Francisco ou dans d'autres grandes villes américaines, les voitures autonomes sont sur la rue, ça fonctionne. Ouais. Donc ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça va arriver. Donc comment est-ce qu'on prépare notre territoire bruxellois à ça? Est-ce que donc dire on en a marre de Good Move, c'est virer ces 50 mesures? Ben non, là je viens de vous donner une mesure qui paraît quand même assez intelligente de pouvoir poursuivre. Et donc dans ce plan Good Move, il y a 2-3 mesures qui posent vraiment problème, notamment l'instauration des fameuses mailles qui ont été faites en dépit du bon sens bien souvent. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est attention, ne jetons pas tout le plan, il y a des années de travail là derrière, mais les éléments problématiques du plan, il faut les revoir. Sur la philosophie générale de diminuer la place de la voiture en ville, mais bien sûr, ça, on veut continuer et nous, moi je suis un cycliste quotidien, c'est évidemment vers ça qu'il faut aller. Par contre, la manière d'y arriver, ne pas utiliser des bureaux d'études, mais utiliser les agents communaux qui connaissent leur commune, ne pas mettre des blocs de béton, mais faire ça mieux, faire ça surtout en concertation. Est-ce que la région peut bloquer certains projets communaux? Est-ce qu'elle doit mettre son nez? Parce que les mailles Good Move, elles ont été aménagées par les communes. Celles qui ont été rejetées à Scarbeck et à Norect, c'était les communes qui les avaient mises en place avec l'idée, et ça c'est peut-être pas toujours clair pour les téléspectateurs, d'une subvention régionale pour après faire les réaménagements de voiries, de trottoirs, et en gros on fait payer à la région des travaux de réaménagement de voiries. Est-ce que la région doit être plus, inspectrice, plus présente dans les mailles, ou au contraire il faut respecter l'autonomie communale? Mais je n'aime pas cette façon de présenter les choses. Je pense que c'est une des choses qui n'a pas fonctionné à Bruxelles ces 5 dernières années, c'est une adéquation intelligente entre les communes et la région. Et moi, ce que je pense, c'est que, et c'est le rôle aussi des ministres, du ministre-président aussi, c'est d'instaurer ce dialogue positif, constructif entre communes et régions. Jamais, de toute façon, tout le monde aura toujours un moyen de blocage. La région pourra bloquer et la commune pourra bloquer. Donc si on reste dans ce fonctionnement-là, eh bien alors Bruxelles ne fonctionnera plus. Donc il faut vraiment ce dialogue constructif. Donc ce n'est pas une question d'inspecter, mais c'est que la région doit mettre les guidelines, doit mettre les grands principes, et puis c'est aux communes, selon les matières, mais à implémenter. Et ça se fait dans un dialogue serein. Mais donc, est-ce que ce sera faisable dans des communes comme Forêt, où on voit que justement il y a des partis dans lesquels vous dites ils sont liberticides, il y a des alliances qui sont faites, on va dire, au détriment de partenaires régionaux. Est-ce qu'on ne va pas vers une législature très compliquée de négociation entre les communes et les régions? Bien sûr, je suis très curieux de voir comment Écolo, qui a une vision progressiste de la mobilité, de changement, etc., va s'articuler avec le PTB, qui n'est pas du tout dans cette ligne-là, ou avec le PS. Donc je suis curieux dans ces communes de voir comment est-ce qu'ils vont faire évoluer leur... Mais sur les relations entre la région et les communes, Écolo aura un partenaire avec Groen qui devrait y être. Est-ce que ça ne va pas compliquer les choses? Est-ce qu'on ne va pas vers une législature où on aura du mal à se parler entre les communes et les régions? Non, je pense que c'est aussi une attitude qui était due au gouvernement régional, qui n'a pas suffisamment réformé ses institutions, son fonctionnement, et que du coup, il y a une grande méfiance des communes qui disent non, mais de toute façon, à la région, ça ne fonctionne pas, donc on fait mieux de faire nous-mêmes et que personne ne s'occupe de nous. Nous, ce qu'on veut, ce que j'espère pouvoir montrer demain en faisant monter les engagés dans un gouvernement régional bruxellois, c'est qu'on arrive à rendre la région performante, qu'on a envie de travailler avec la région parce qu'on voit que ces procédures sont bien en place, qu'elle est moderne et efficace. Il nous reste un peu plus d'une minute. Christophe de Beukelard, quel est le calendrier plus ou moins raisonnable? Vous avez déjà convenu de voir David Leister avec Maxime Prévost. Vous espérez vous voir pendant les vacances? Vous pouvez dire que vous allez travailler là-dessus. Et deuxième question, est-ce qu'il est la bonne personne? Est-ce que quand vous l'avez rencontré, quand vous avez discuté avec lui et avec d'autres autour de la même table, vous avez l'impression que c'était le bon leader pour la région bruxelloise? Mais écoutez, l'objectif maintenant, c'est de continuer la discussion. En effet, on ne peut pas comme ça partir 15 jours en vacances et puis se dire rendez-vous en janvier. Donc je sais que David Leister va nous inviter très rapidement et nous, on y répondra dans les prochains jours, donc ce week-end ou juste après. Il doit revoir sa méthode. Vous avez un conseil? Il nous regarde. Je suis sûr qu'il nous regarde. Donnez un conseil. S'il nous regarde, bonjour. Ouais. Mais donc, je pense qu'il fait évoluer sa méthode, bien sûr. On essaye plusieurs choses. Et aujourd'hui, le fait d'ajouter la gravité à la discussion, d'inviter les présidents de partis autour de la table pour aller plus loin et tenter d'aller plus loin dans les compromis qu'on va trouver, je pense que c'est un bon pas en avant. Et donc, moi, je ne pense pas qu'il faut... Est-ce qu'il est suffisamment enclin en compromis? On a vu les réactions d'Écolo sur la note de convergence qui a circulé dans la presse ce week-end. Il disait, mais finalement, on ne gagne rien. Alors voilà, est-ce qu'il est autant formateur que représentant de son parti?
Non, il est bien formateur dans son rôle, il est prêt à beaucoup de compromis. La note de convergence qu'on a mise sur la table, c'est simplement une note où on reprend les points de convergence entre parties. Ce n'est pas une note de négociation ni de compromis. Et donc, il ne fallait pas se méprendre sur le statut de cette note. Et donc, non, moi j'ai une confiance dans ce processus de formation. De toute façon, il a une grande légitimité démocratique. Premier parti, 21 sièges, c'est une très belle réussite. Et pareil pour Groen du côté flamand. Donc, il va falloir que Groen et le MR s'entendent et ensemble forment ce nouveau gouvernement. Il n'y a pas d'autre piste. On aura l'occasion d'en reparler, mais ce sera en 2025, puisque c'était le dernier plus d'actu pour cette année évidemment civile. On se revoit au mois de janvier. Les informations, elles vont continuer sur BX1. Ne manquez pas ce soir le journal présenté par Valérie Leclerc. Et puis ce week-end, la dernière des experts, Jean-Jacques Deleu, qui recevra des journalistes maison de BX1 qui viendront raconter quelques souvenirs et peut-être même quelques coulisses. Ce sera intéressant aussi. À bientôt. Ça va.